Bonjour, nouvelle émission, nouveau décor, nouvelle année pour l'émission CJBAT, émission durant laquelle nous allons évoquer la façon de mieux appréhender les besoins en eau chaude sanitaire dans le tertiaire. L'émission CJBAT est à suivre sur YouTube. Pour poser vos questions, c'est simple, vous utilisez le fil de conversation et les participants y répondront. Les participants, les voici justement. Marie-Joseph Lagoguet, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur projet au Caustic. En face de vous, Bruno Georges, directeur développement grand projet au bureau d'études OTIS. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, Jean-Pascal Roche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant du bureau d'études de Adray. Et puis en face, Olivier Brogy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le représentant CJBAT, l'expert de cette émission CJBAT. Alors si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est pour évoquer ceci. Cet ouvrage vers une meilleure connaissance des besoins en eau chaude sanitaire en tertiaire, et nous avons la chance d'avoir l'auteur sur ce plateau, Marie-Joseph Lagoguet. Avant de parler de l'ouvrage, évoquons un peu la gestation de ce beau projet. Tout à fait. Ces travaux sur les besoins d'ECS tertiaires, donc menés par le Caustic sous l'égide de GRDF, en fait, s'inscrivent dans la suite de travaux précédents qui ont donné lieu à un premier ouvrage sur les besoins d'eau chaude sanitaire en habitat en 2016 et un deuxième ouvrage sur le dimensionnement des systèmes en habitat collectif. Donc c'est une petite famille qui est en train de s'agrandir, Olivier. C'est ça, c'est l'opus 3 en fait d'une quadrilogie même, parce qu'il y a un autre guide qui est sur le point de sortir aussi. Donc il y a eu d'abord le besoin ECS en résidentiel, puis est arrivée la façon de le dimensionner après, donc le dimensionnement ECS en résidentiel, en logement. Et puis de là, s'est posé la question, est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose sur le segment du marché du tertiaire pour réussir aussi à qualifier le besoin ECS en tertiaire? Et donc c'est là que les travaux ont commencé. Alors précisons qu'il n'y a jamais eu autant de données collectées sur ce secteur, donc pour réaliser cet ouvrage. C'est une première. Exactement, ça a commencé par une énorme collecte de données et comme on n'en avait jamais eu autant à disposition, c'est là qu'on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose avec ça et donc on a, avec Marie-Jo et l'ADEME, posé ce guide. Et pour l'occasion pour cette émission, donc CJBAT, vous avez fait un sondage pour connaître un certain nombre de pratiques dans la filière. Mais avant de poser la première question, je voudrais quand même... Alors je vais poser la première question et je vais faire réagir nos invités avant que vous donniez les résultats. La première question que vous avez posée, c'est comment faites-vous pour évaluer le plus souvent le besoin ECS d'un projet tertiaire? Alors je vous pose la question à vous deux, Jean-Pascal et Bruno, à l'aide des logiciels, ratios de référence, etc., à partir des ratios internes à votre propre bureau d'études, via un questionnement spécifique et pointu auprès du client ou à partir des ratios et consommations habituelles du client. Alors, comment faites-vous? Je dirais que c'est un petit peu un mélange de tout. Ah non, mais là, il faut choisir 1, 2, 3 ou 4. Alors, je ne connais plus l'ordre. Ceci dit, on utilise pas mal des ratios maison basés sur des données qu'on a pu récolter, mais à une petite échelle, parce qu'on ne fait pas énormément d'installations, d'où l'intérêt de ce guide d'une mise en commun bien plus large. Et Bruno Georges, sur les 4 propositions, vous prenez laquelle? J'abonderai la réponse de Jean-Pascal, puisque la dispersion, on pourrait dire comme ça, des besoins est tellement forte qu'avoir plusieurs clés pour essayer de les approcher le mieux possible est la bonne solution. Vous en sortez bien. Alors, Olivier, on se rend compte qu'ils sont dans la tranche des 30%. Oui, ils sont dans la tranche 30%. Comme vous le voyez sur ce graphique, 50% ont répondu qu'ils faisaient ça avec l'aide de logiciels, 30% comme vous deux avec des ratios internes au bureau d'études, 14% via un questionnement spécifique et pointu du client, et 6% à partir des ratios de consommation habituels du client. Ça, c'est pour le client qu'on connaît bien. Donc on se rend compte qu'il y a quand même 80% qui utilisent des ratios, soit des ratios plus ou moins fins, où on ne sait pas trop peut-être ce qu'il y a dedans, surtout quand on est dans les logiciels, on ne sait pas trop forcément ce qu'il y a derrière. Et donc d'où l'intérêt de ce guide, d'aller clarifier un petit peu ce qu'il y a là-dedans, donc, pour rentrer dans le réel besoin ECS en tertiaire. Alors une question ouverte que vous avez posée également pour l'émission CJBAT, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'estimation du besoin ECS? Je vous pose aussi les questions, puisque nous avons 2 représentants de bureaux d'études ici même. La principale difficulté, c'est que pour une même typologie de bâtiment, on peut avoir des usages complètement différents et donc forcément des consommations très différentes. Bruno Georges. Je citerai simplement l'exemple du secteur hôtelier, où entre un hôtel de ma région en station de ski qui doit faire face à la demande
horodatées par la fermeture des remontées mécaniques, donc avec des pics de consommation extrêmement importants. Et puis un hôtel de villégiature au bord d'un lac qui a une consommation très étalée sur la journée, ou un hôtel d'hommes d'affaires en centre-ville, vous imaginez bien, simplement intuitivement, que les profils sont tellement différents que c'est pour ça que la manière plus subtile et plus sensible d'approcher les besoins est importante. Olivier Brogier, alors quelles sont les réponses à la question posée? Quelles sont les grandes familles qui ressortent sur les difficultés? Quand on interroge la filière sur le sujet, ils nous répondent à peu près ça, que c'est estimer au plus juste le besoin en fonction de la typologie d'usage, les profils d'épuisage, les volumes consommés, la variabilité, la simultanéité aussi de ces besoins sont généralement les principales difficultés que rencontrent les bureaux d'études pour se dire le besoin, c'est celui-là. Ce qui va dans le sens, Marie-Josée Flagoguet, finalement, de se dire pourquoi cet ouvrage, la réponse, elle est là, c'est qu'on sent bien qu'il manque d'informations fiables. Tout à fait, en fait, les besoins, les valeurs de besoins qui existaient, en fait, étaient déjà assez anciennes et divergentes les unes des autres. Et puis, très rare aussi pour tout ce qui est besoin de pointe. On a très peu de données, déjà depuis très longtemps. D'ailleurs, l'envie et la volonté vraiment d'apporter des connaissances nouvelles, elle est ancienne pour moi, puisqu'elle date déjà d'il y a une vingtaine d'années, lorsque j'ai œuvré à la rédaction de la recommandation ICVF sur l'ECS. Donc cet ouvrage, qui est un ouvrage donc, avec le logo sous l'égide de l'ADEME, GRDF et Caustic. C'est une première pierre en fait, qu'on amène en fait, vers une amélioration des connaissances sur les besoins d'eau chaude sanitaire. En tertiaire. Alors ce qui est important, c'est comme quand on passe à un examen, ce qui est important, c'est l'énoncé. Et tout est dans l'énoncé, c'est vers une meilleure connaissance des besoins en eau chaude sanitaire en tertiaire. On aurait aimé l'appeler, cet ouvrage, le besoin ECS en tertiaire. Mais le besoin, en fait, le secteur est tellement vaste. On vient de parler des hôtels, en passant par la santé, en passant par, je sais pas, les centres pénitentiaires, les piscines, les gymnases, etc., que parfois, même ayant énormément de données, on n'en a pas eu, entre guillemets, assez pour dire le besoin, c'est ça. Ou ça se calcule comme ça. Donc du coup, c'est vers une meilleure connaissance du besoin en tertiaire, parce que ça donne des pistes, ça liste les bonnes questions que le bureau d'études doit poser à son client pour essayer d'évaluer ça au plus juste. Comment vous acceptez, ou vous accueillez plutôt ce guide, cet ouvrage? Oui. Comment vous l'acceptez, évidemment. Je vous le transmettrai si vous le voulez après. Comment vous l'accueillez, ce guide, en tant que professionnel? Bruno? Oui, non, j'allais dire, on l'accueille plutôt bien pour rebondir, excusez-moi, pour rebondir sur ce que vient de dire Olivier. Il y a une telle disparité en fait dans les besoins, dans les besoins et dans les usages que on n'arrivera jamais à avoir pour une typologie de bâtiment à dire le besoin c'est ça, parce que ça dépend des usagers et ça dépend de plein de facteurs. Et ce guide justement met ça en avant, cet ouvrage met ça en avant, qu'il y a une disparité énorme. Il nous donne des ordres de grandeur, c'est une bonne chose, et après c'est la valeur ajoutée du concepteur, du bureau d'études, avec la maîtrise d'ouvrage de caler les besoins au plus juste en utilisant ces ordres de grandeur et en utilisant des données propres à chaque projet. C'est ça qui est devenu le but de ce guide en fait, c'est de lister en fait les bonnes questions à se poser et pousser les gens à questionner pour évaluer vraiment le plus finement possible quel va être le réel besoin du client. Bruno Georges. Faut bien comprendre, rappeler peut-être, qu'on ne fait pas une science exacte, on ne fait pas la mécanique quantique, on fait une science molle. C'est-à-dire un petit peu comme la médecine. Vous demandez un avis à deux médecins différents, il y a souvent un peu de chance. En tout cas, ça sera toujours nuancé. Eh bien, les ingénieurs, c'est un peu pareil. Et avant tout, et c'est une histoire de responsabilité, prendre ses responsabilités. Et plus la base de données, plus la base de connaissances, plus sa propre connaissance sera affûtée, plus la décision qu'il va prendre, une décision de concepteur qui l'engage, sera une décision adaptée, pertinente par rapport à la question qu'on lui pose. Jean-Pascal, vous êtes beaucoup dans le chauffage, dans votre bureau d'études. Le chauffage, c'est très normé.
pour l'ECS dans le tertiaire, c'est un plus peu ouvert. le contraire, tout à fait. Alors, on fait plein de choses dans du chauffage, mais c'est vrai que si on fait le parallèle entre des installations d'eau chaude sanitaire et des installations de chauffage, quand on a à concevoir une installation de chauffage, on part d'une base qui sont bien souvent les déperditions. Les calculs de déperdition, en France, c'est quelque chose qui est très normé. Il y a des règles qui existent depuis longtemps, qui ont évolué au gré des différentes réglementations thermiques et qui font qu'on a tous à peu près la même base de départ pour concevoir une installation de chauffage. Pour une installation d'eau chaude sanitaire, production-distribution, la base de départ, ça va être les besoins d'eau chaude sanitaire. Et ces besoins d'eau chaude sanitaire, aujourd'hui, contrairement au chauffage, on n'a pas une norme ou une règle bien stricte qui va nous permettre de la définir. Et selon l'hypothèse de départ qu'on va prendre sur le besoin d'eau chaude sanitaire, on va être amené à concevoir des installations complètement différentes. Donc c'est vraiment la donnée de départ, ces besoins en ECS, et c'est vraiment important de partir sur les bonnes hypothèses. Et peut-être rappeler que si on remonte un petit peu dans l'histoire, il y a des règles qui ont été édictées. Tout le monde crie chaque fois qu'on sort une nouvelle réglementation conventionnelle. N'empêche que c'est, avec tous les défauts, avec la kyrielle de défauts qu'ils ont, ces outils réglementaires ont quand même eu une conséquence directe d'une forte amélioration de la situation. Quand on parle de besoin de chauffage aux environs des THK 88, ça ne nous rajeunit pas jusqu'aujourd'hui, il y a une pente descendante forte, donc un effet important. En eau chaude sanitaire, il n'y a pas cette contrainte. Comme vient de l'évoquer Jean-Pascal, il n'y a pas de contrainte de dire il faut faire ci, il faut faire ci. C'est simplement l'ambiance à la réduction des besoins qui va agir sur ce secteur-là. C'est la pression de la société. C'est la pression de la société. Il n'y a pas de contrainte. Un peu des gens quand même qui se rendent compte que le changement climatique, tout ça fait qu'il y a une ambiance de faire une transition énergétique et environnementale. Et dans une situation dans laquelle, aussi bien en résidentiel qu'en tertiaire, il y avait beaucoup de besoins de chaleur pour le chauffage des bâtiments et un petit peu pour l'eau chaude sanitaire, à force d'avoir fait des progrès sur la dimension du chauffage, on se retrouve avec des consommations du même ordre de grandeur. Et donc cette attention qu'on a eue depuis les 20 ou 30 dernières années sur le chauffage, il serait quand même temps de l'avoir, et un guide comme ça permet justement de s'affûter sur ces sujets. Voire même quand tu parles de consommation semblable entre le chauffage et l'eau chaude sanitaire, je dirais même qu'on a sur certaines typologies, on a tendance à avoir l'eau chaude sanitaire bien au-dessus. Quand on ne dit pas de contraintes, il y a quand même des contraintes sanitaires qui s'appliquent depuis quelques années, les contraintes légionnelles, etc., qui font que justement les besoins ont tendance, les besoins ou les consommations, on en reparlera après, ont tendance à augmenter en eau chaude sanitaire. Je vous propose de tourner un peu les pages, de rentrer à l'intérieur de cet ouvrage, Marie-Joseph Lagoguet. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Comment vous l'avez réalisé, ce guide? Alors, dans cet ouvrage qu'on trouve, en fait, c'est les informations qui sont issues en fait, de la capitalisation, mais au beau sens du terme, des suivis de consommation qui ont été menés ces dernières années au niveau des bâtiments tertiaires. Donc au total, en fait, on a analysé plus de 3500 relevés de compteurs issus de 400 sites différents et 45 suivis instrumentés, complétés également par une compilation au niveau de la bibliographie. Quels sont les grands secteurs traités dans ce Alors, comme ouvrage? on peut le voir là au niveau du sommaire, en fait, donc les secteurs sont vraiment très divers. Alors, il y a le gros bloc en fait de tout ce qui touche la santé, les EHPAD, les hôpitaux et autres. Tout ce qui touche l'hôtellerie et la restauration, les établissements de sport et loisirs, les piscines, les gymnases, dont on reparlera tout à l'heure, et puis des secteurs plus divers, les prisons, les établissements d'enseignement, dont on verra aussi une vidéo sur ce type d'établissement. Voilà, même les crèches, enfin beaucoup de types d'établissements différents qui sont traités dans cet ouvrage. Beaucoup de valeurs de besoins exprimées aussi en fonction de ces secteurs, mais aussi parfois de l'utilisation qui est faite à l'intérieur même de chaque secteur. C'est oui, ça qui est tout à fait. Alors, très intéressant. Oui, tout à fait. En fait, les indicateurs, en fait, pour certains secteurs, sont très nombreux. Alors, c'est lié en fait aux données dont on disposait. En fait, quand on avait des télésuivis, donc c'est toujours quelque chose de très très riche, les télésuivis.
Donc on a sorti beaucoup d'indicateurs, des indicateurs sur les besoins moyens. Alors c'est vrai que quand on parle de besoins, on pense toujours aux besoins moyens journaliers, mais je dirais que c'est qu'un indicateur parmi l'autre. Il y a les besoins moyens, mais il y a les besoins moyens journaliers, mais il y a aussi les besoins maximaux, les besoins minimaux, la variation des besoins aussi d'un jour à l'autre, ça c'est important. On a introduit cette notion là de monotone et de variation des besoins justement pour quantifier, parce qu'on dit toujours les besoins ça varie, mais voilà, on a cherché à quantifier, à apporter des éléments pour pouvoir juger de ces variations. Toujours au niveau des télésuivis, ce qui est important aussi, c'est notamment pour le dimensionnement, c'est tout ce qui est besoin de pointe sur 10 minutes, voire même sur 1 minute sur certains sites, ces données dont on a pu disposer, ou les besoins de pointe horaires. Mais ce guide, il ne donne pas seulement des valeurs, là, c'est pas un guide qui fait que donner des valeurs brutes. C'est aussi, il présente aussi une analyse en fait de ces données. C'est fait souvent sous forme de questions, par exemple, pourquoi la consommation d'un EHPAD à l'autre varie. On donne des réponses, on analyse, on apporte une réponse à ces questions. Et puisque vous parlez de questions, j'ai une question qui fait partie du sondage que CEGIBAT a réalisé à l'occasion de cette émission CEGIBAT pour les cuisines professionnelles. La question est la suivante. Olivier, dans une grande cuisine professionnelle, les débits de certains robinets peuvent aller jusqu'à... Attendez, ne répondez pas. 30 litres par minute, 50 litres par minute ou 100 litres par minute. Je vous écoute, Jean-Pascal. Ça peut aller jusqu'à combien ? Je connais la réponse, donc je ne vais pas la donner, mais ceci dit, quand j'ai répondu pour la première fois au sondage, je n'avais pas eu la bonne réponse. D'accord, c'est bien d'être tout à fait honnête. Moi, j'ai eu la bonne réponse. Oui, du premier coup. Du premier coup. 100. Forcément. Olivier. Donc en fait, on proposait 3 valeurs, 30, 50 et 100 litres par minute, et seulement 13% des bureaux d'études ont répondu 100 litres par minute. Et bien ça existe. Des débits de 100 litres par minute sur certains appareils dans les cuisines professionnelles. Et c'est un peu ce qu'on vient de se dire, c'est le comportement de l'usager va jouer sur le besoin en eau chaude sanitaire, mais il y a aussi le matériel qu'on lui met en main. Le matériel qu'on lui met en main, quand on met en main ce type de robinet, ça va influencer les pointes, etc. Donc il faut vraiment poser énormément de questions, et d'où ce guide pour essayer de les lister, pour arriver vers une meilleure connaissance du besoin ECS en tertiaire. Alors, justement, l'utilité de ce guide, puisqu'on vient de dire que on ne donne pas la valeur précisément. Si on veut aller un petit peu plus loin, Marie-Joseph Lagoguet, ce sont par exemple pour les bureaux d'études, pour qui ? Bien évidemment, les bureaux d'études, qui conçoivent les installations pour éclairer les choix qu'ils peuvent faire en matière de conception, mais aussi pour les installateurs qui, eux, vont réaliser les installations. Pour aussi les maîtres d'ouvrage, les gestionnaires de bâtiments, pour les aider, contribuer à une meilleure maîtrise au niveau des consommations d'eau et d'énergie, parce que le CS, ce n'est pas seulement de l'énergie, c'est aussi de l'eau. Autre public visé également, qui est intéressé par des données de besoin, c'est les industriels en fait, les centres de recherche qui vont mener des travaux de R&D pour faire progresser les produits. Et puis tout ce qui est enseignement, étudiants, qui sont les futurs acteurs au niveau de la filière. Alors puisque nous sommes... Peut-être comme un cheveu sur la soupe, à cet instant de l'émission, il faut rappeler quelque chose. On a une évolution sociétale. Aujourd'hui, il y a une tolérance. Il fait un petit peu trop chaud dans un bureau qui est climatisé, il fait un petit peu trop froid dans un bâtiment qui est chauffé. Ça passe, quoi. Par contre, le défaut sur le service eau chaude sanitaire est devenu insupportable. Et c'est pour ça que tous les gens intéressés à qui viennent d'être cités ont tous cette conscience-là que dans un monde de service, je claque des doigts, je dois avoir le service, le défaut de service sur l'eau chaude sanitaire est devenu quelque chose intolérable. Vous parliez de tolérance pour le chauffage, mais là, c'est surtout intolérable. Surtout quand on est en hôtellerie, là, c'est vraiment... Quand on paye une chambre très très chère et qu'on n'a pas d'eau chaude, voilà, des fois on ne paye pas la chambre. Évidemment. C'est critique. Alors, on a le droit de ne pas payer la chambre. Alors nous sommes sur un plateau de télévision, et dans le monde de la télévision, il y a une émission fort connue qui s'appelle La Boîte à questions. Pour faire le lien, ce n'est pas la boîte à questions cet ouvrage, mais c'est un peu le support aux bonnes questions à se poser et à poser au maître d'ouvrage. Exactement, c'est le support, c'est la liste des bonnes questions à poser, comme on l'a déjà dit, et ce guide il va servir donc en exploitation pour permettre de se comparer par rapport à d'autres types de bâtiments,
Comme l'a dit Marie-Joseph pour les applications de R&D, si demain je veux concevoir un nouveau générateur, faut qu'il soit capable de répondre à l'intégralité du besoin du secteur que je vise. En conception pour le bureau d'études, la liste des bonnes questions, on l'a déjà dit, mais aussi à établir des consommations prévisionnelles et à mieux gérer, mieux cerner ces consommations prévisionnelles. Jean-Pascal Roche, cet ouvrage va vous servir à quoi? Comment vous l'imaginez dans votre quotidien? Dans notre quotidien, nous on travaille beaucoup en conception. La vraie valeur ajoutée pour moi du bureau d'études, c'est de faire les bons choix quand on fait de la conception. Et pour faire le bon choix en ECS, il faut avoir une bonne connaissance des besoins. Certes, on va parler dimensionnement tout à l'heure, c'est important de faire le bon dimensionnement aussi, mais si à la base on ne fait pas le bon choix de système, on peut dimensionner correctement, on aura tout faux quand même à la sortie, quoi. Donc, Bruno Georges? Peut-être dans la logique aussi de changer un peu, sortir du cliché de l'ingénieur un peu droit dans ses bottes, qui a toujours raison et qui dit c'est quand même pénible qu'il y ait des usagers dans les bâtiments qu'on construit. On est vraiment dans une logique d'usage aujourd'hui. Je reviens sur ce que j'évoquais 2 secondes avant sur la dimension sociétale. On essaye vraiment de s'intéresser de plus en plus aux clients de nos clients. Pourquoi? Parce que souvent, le donneur d'ordre n'est pas le client final. Et si on ne s'intéresse pas aux clients de nos clients, on ne va pas comprendre quelle est sa question, voire même des fois la question, et c'est un peu dommage, est posée avec une dose d'incompétence qui fait que si on n'est pas alerte, si on n'est pas à l'écoute, si on n'est pas éveillé, eh bien la réponse qu'on fait risque d'être pas adaptée. C'est pour ça que comprendre vraiment le besoin, y compris des clients de nos clients, c'est un enjeu très très fort. Après, on peut se dire que les ingénieurs, ils se démerdent, quand ils sont bons, excusez-moi du mot, mais c'est leur travail, ils doivent se débrouiller. Mais s'ils partent d'hypothèses qui ne vont pas, le meilleur ingénieur sera, vous faites un magnifique bâtiment avec des fondations qui ne sont pas bonnes ou avec une mauvaise analyse du sol, le bâtiment tombe. Sans créer la polémique, comment faisait-on avant? J'ai l'impression, je vous pose une question directe. Comment vous faisiez? Oui. On se débrouillait, sauf que la base de données qu'on avait était beaucoup plus restreinte. On a évoqué tout à l'heure des ratios d'agence. Jean-Pascal, chez Adret, nous, chez OTIS, on a des ratios d'agence, mais c'est les ratios d'agence. Là, vous imaginez le nombre d'informations complémentaires qu'on a, y compris sur des choses qu'on a fait moins souvent, donc avec une base de ratio moins riche. Là, on a une grosse base, donc ça veut dire qu'on va être capable justement de prendre du recul, de ne pas avoir le nez dans le guidon. Donc avant des ratios d'agence, et le risque, puisque vous parlez de pression sociétale, le risque c'est de surdimensionner. C'était peut-être même la pratique courante. Non. C'est pas c'était. C'est le sport national. C'est un sport national, qui n'est pas que chez les ingénieurs, hein, mais c'est ennuyeux, c'est très ennuyeux. C'est souvent plus qu'ennuyeux. Alors, il y a des sujets sur lesquels surdimensionner, c'est simplement stupide, c'est-à-dire que, et un stupide qui va finir par coûter très cher, hein. J'ai parlé de transition énergétique et environnementale tout à l'heure. Chaque fois que je surdimensionne quelque chose, je consomme du carbone, je fabrique du carbone, je consomme de l'énergie grise pour rien, et en plus, je vais avoir ensuite, dans la durée, puisqu'il faut s'inscrire dans la durée, je vais avoir à entretenir quelque chose de trop gros, trop cher, je vais avoir à renouveler quelque chose de trop gros, trop cher, donc c'est complètement contre-productif. Donc c'est pour ça que c'est très important de bien comprendre le besoin pour ensuite, y compris, décider qu'on fait un surdimensionnement. Puisqu'il y a des besoins qui évoluent, il y a des besoins qui vont évoluer, donc, mais je prends la décision en connaissance de cause. Et si je fais du résidentiel, puisque vous avez parlé tout à l'heure d'un autre ouvrage qui parle du résidentiel, l'évolution du besoin sur le résidentiel, on peut imaginer que ça ne va pas être très important. Alors que vous faites une rénovation de gymnase avec l'exemple classique qui est déjà arrivé à tout le monde, vous faites une rénovation de gymnase avec des locaux sanitaires dans un état de délabrement ou pas attractif, ou vilain, ou pas agréable, ou inconfortable, la consommation de choses sanitaires est ridicule, parce que les gens n'y vont pas. Nous y reviendrons. Vous avez évoqué donc le surdimensionnement. La question que vous avez posée
à la filière Olivier Brogy sur ce sujet est la suivante. Avez-vous pour habitude de surévaluer le besoin ou de surdimensionner votre production ECS pour parer à des imprévus? Alors, je ne vous pose pas la question, je ne voudrais pas vous mettre mal à l'aise, mais enfin, le résultat, c'est serré hein, quand même. Le résultat est serré, 50-50. Donc, il y a 52% qui ont l'honnêteté de dire qu'ils font du surdimensionnement. Je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça et ce n'est pas Bruno qui nous dira le contraire, je pense. Je rajouterai quelque chose sur l'évolution des bâtiments. Aujourd'hui, on travaille sur des bâtiments qui ne sont pas figés dans le temps. Je ne parle pas d'évolution évolution journalière, mais évolution vraiment dans le temps. Un des intérêts de cet ouvrage, c'est aussi de se poser des questions et de pouvoir apporter des réponses sur un bâtiment qui va vivre et qui va pouvoir évoluer dans le temps et ne pas figer une installation sur quelque chose qui sera vrai à l'instant où on va construire, mais qui va pouvoir aussi évoluer dans le temps. Et ça, c'est très important. Et on est confronté à ça constamment en ce moment. Alors Michel Delpech allait voir sa famille dans le Loir-et-Cher. Moi, je vous emmène dans le Maine-et-Loire, à Cholet, précisément, capitale du Maine-et-Loire. Du mouchoir, connu pour être capitale du mouchoir. Je vous emmène dans le Maine-et-Loire pour visiter un collège où s'est posé la question de savoir mais quel type de production choisir en fonction du besoin identifié. Direction Cholet. C'est un établissement qui est plutôt commun. En termes de nombre d'élèves, il se situe dans la moyenne de nos établissements. On a environ 450 élèves sur l'établissement. En termes de mètres carrés, il est plutôt petit, à peu près 3500 mètres carrés, là où la moyenne de nos établissements se situe plutôt aux alentours des 5000-5500 mètres carrés. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que le ratio de demi-pensionnaires sur le nombre d'élèves est très important ici. Il atteint un peu plus de 90%. Sur cette installation au sein du Collège République à Cholet, nous avions depuis quelques années identifié peut-être une surconsommation d'eau chaude sanitaire liée à un équipement présentant des ballons de stockage de volume très important. Et puis il s'est avéré en 2017 que l'équipement qui assurait le chauffage et la montée en chauffe de ces ballons, donc l'échangeur à plaques, est tombé en panne. Et donc lorsqu'il s'est posé la question de son renouvellement, a été vue l'opportunité de dissocier complètement cette production d'eau chaude avec un nouveau système autonome, donc un ballon ECS gaz de préparation autonome. Dans cet établissement, mais comme dans beaucoup d'autres établissements, la production d'ECS, elle alimente principalement les demi-pensions, donc les cantines. Et il s'avère qu'ici, le local de la chaufferie qui contenait les ballons d'eau chaude se situe juste en dessous de la cuisine et donc des points de puisage, ce qui permettait également de mettre en place cette installation avec beaucoup plus de simplicité, notamment à l'absence de nécessité de bouclage, puisque tous les points de puisage sont à proximité immédiate du ballon de production d'eau chaude sanitaire. Ensuite, d'un point de vue de ses consommations, et grâce à l'instrumentation qui a été mise en place, il a été possible de comptabiliser très précisément ce qui a été consommé pour produire cette eau chaude sanitaire. Et on arrive à estimer qu'on a à peu près divisé par 4 cette dépense, c'est-à-dire une dépense d'environ 1 000 € à l'année. Le fait de disposer de données, c'était une première pour nous sur l'aspect eau chaude sanitaire, ou en tout cas la première fois qu'on allait aussi loin dans cette analyse de données. C'est un aspect qu'on a finalement instauré a posteriori, puisque l'équipement était déjà là, et qui a apporté satisfaction, c'est que son dimensionnement était bon, et les résultats étaient plutôt bons sur le choix de cet équipement. Et ça nous conduit dans nos échanges avec les bureaux d'études techniques à intégrer cette dimension de chercher à connaître le besoin de manière assez fine pour dimensionner nos installations futures. Donc, quand on le peut, et notamment lors des gros renouvellements des installations, on cherche à être dans le même schéma, c'est-à-dire d'avoir une production d'eau chaude sanitaire autonome. Elle nous facilite beaucoup la tâche, notamment parce qu'on a beaucoup plus de temps de possibilités d'intervention sur nos chaufferies, puisqu'on peut, dès la fin de la saison de chauffe, intervenir sur nos installations de chauffage. Cette connaissance du besoin, elle m'a paru dans cette expérience en tout cas très intéressante, même si elle a été conduite un peu a posteriori. On avait déjà installé un équipement et finalement on a cherché à voir si on avait fait le bon choix et si le dimensionnement était bon. Et ce que j'observe depuis quelques années, c'est que les bureaux d'études ont tendance à nous demander des informations de plus en plus précises aussi sur ce besoin en eau chaude sanitaire quand nous on les sollicite pour dimensionner de nouvelles installations. Et donc en fait tout ça va dans la même logique, c'est-à-dire nous on cherche à déployer un peu de comptage, un peu de télérelève, de télégestion, et les bureaux d'études peuvent en avoir besoin et peuvent s'en servir derrière pour redimensionner.
Retour sur le plateau de l'émission CJBAT avec Marie-Joseph Lagoguet, Jean-Pascal Roche, Bruno Georges et Olivier Brogy. Réaction, Jean-Pascal Roche, sur ce qu'on vient de voir à Cholet, donc capitale du mouchoir. Tout à fait. C'est un exemple très concret en fait d'un besoin ciblé en fait sur le collège, le besoin d'eau chaude sanitaire important et sur la demi-pension dans ce cas-là. Et donc on a une production d'eau chaude vraiment ciblée et calée sur dimensionnée sur cette demi-pension. Je pourrais citer un autre exemple d'un projet qu'on a fait en lycée par exemple où habituellement quand on a un internat on est habitué à faire des productions d'eau chaude centralisées avec une distribution générale, un bouclage, etc. Nous, on a travaillé pour un maître d'ouvrage qui avait identifié des besoins très très faibles sur un internat suite à des relevés, à des campagnes de mesure, etc. Et où on avait fait le choix justement de cibler, des productions d'eau chaude localisées à proximité des points de puisage, donc des chambres, avec des petits ballons à accumulation au plus près des points de puisage. Donc tout ça pour dire que quand on maîtrise les besoins, on peut adapter les installations au mieux. Olivier Brogy, je vous ai vu, malgré le masque, je vous ai reconnu déambuler dans les couloirs du collège de Cholet. Vous êtes observateur. Qu'avez-vous appris ou que pouvez-vous nous dire de la démarche de cette personne à Cholet? C'est une démarche intéressante où la personne donc, du maître d'ouvrage, le représentant du maître d'ouvrage, regarde où sont ses besoins. Alors on n'a pas sur une analyse fine du besoin, mais déjà on les localise et on se rend compte qu'on n'en a que là. Et donc comme il n'en a que sur son réfectoire, il installe une production donc, au plus près du besoin, un peu ce que disait Jean-Pascal avec son cumulus en internat, et où il arrive à faire donc, du coup avec un générateur performant, sans bouclage, sans rien, donc c'est la production au plus proche du besoin. C'est ça qu'il faut retenir de cette intervention de Cholet. Bruno Georges, sur Cholet? C'est simplement du bon sens. Mais tout le monde ne l'a pas. Oui, ça irait mieux. Et pas que en chauffage, pas que dans l'ingénierie. Ça rejoint complètement ce que j'évoquais tout à l'heure en disant le spectre des profils, des besoins, des hauteurs, des niveaux, des simultanéités en tertiaire est tellement large qu'un ouvrage comme ça peut vraiment aider à justement faire la conception de la production adaptée si on a bien caractérisé le besoin. Alors nous allons passer en revue les grands secteurs qui sont présents, donc détaillés dans cet ouvrage, avec vous Marie-Joseph Lagoguet et évidemment avec les autres intervenants, en commençant par le secteur de la santé. Et Olivier Brogy, donc un premier graphe, un premier camembert. Alors oui, on se rend compte que sur ce graphique-là, le besoin ECS, tout le monde aurait pu penser que le besoin ECS dans un établissement de santé, un EHPAD, c'était lié aux soins corporels. Eh bien non, en fait non. Il s'avère que 61% du besoin, ce sont les usages de cuisine et les usages et si on ajoute la lingerie, c'est 15% de plus. Donc on se rend vraiment compte que le besoin n'était pas vraiment que sur le soin corporel, mais bien sur tout ce qui est cuisine, sur tout ce qui est laverie. Ça peut aussi jouer par exemple sur la fréquence de chasse des ballons, etc. dans la lutte antilégionnelle. C'est un enseignement. Je pense que si on avait interrogé les gens autour de la table ou ailleurs, tout le monde n'aurait pas donné 61% du besoin qui est côté cuisine. Marie-Joseph Lagoguet, quels enseignements vous tirez de ce premier diagramme? Ce qu'on constate aussi dans les retours là, de ce suivi, c'est des débits de pointe aussi qui sont élevés, qui peuvent être élevés, on en parlait pour la cuisine, j'en ai parlé aussi tout à l'heure pour la lingerie, parce qu'on a fait aussi des suivis au niveau de ces équipements. Et puis aussi, ce qui est récurrent aussi au niveau des suivis, on voit souvent des problèmes de fuite. Ça peut être par exemple des électrovannes qui sont bloquées et donc, ou autres problèmes. Et donc on voit qu'il y a une marge de progrès. Et puis des publics aussi, des fois qui ne sont pas trop, comme là c'était le cas dans cet EHPAD au niveau du cuisinier. En fait, le cuisinier avait une tendance à laisser ouvert assez longtemps, voire même laisser ouvert quand il partait la robinetterie. Voilà, des comportements plus ou moins. Et c'était sujet de conflit avec le technicien qui essayait de faire passer le message qu'il fallait
fallait faire attention. Voilà. Mais voilà, donc il y a des marges de progrès. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des marges de progrès pour mieux maîtriser les consommations d'eau et d'énergie. Bruno Georges, au-delà du comportement de ce cuisinier qui laissait ouvert la robinetterie, ce que cela nous enseigne aussi, c'est de bien poser les questions aux clients pour savoir si la lingerie sera intégrée, si la cuisine sera intégrée, évidemment dans le dimensionnement. Alors, peut-être en répondant à vos propos, à tous les deux, je pense que ce qui est très important aujourd'hui, c'est la notion de s'inscrire dans le temps. Et si on n'est pas capable, nous, concepteurs, de conscientiser les gens, et quand je dis les gens, c'est les usagers, eh bien, ça veut dire qu'on va mal être capable de les conseiller. Aujourd'hui, les gens ont besoin de factuels, ils ont besoin qu'on étaye nos propositions, et c'est normal, et c'est souhaitable, et il suffit plus de dire, c'est plus suffisant de dire « ça c'est la bonne solution ». Il faut être capable de dire « c'est la bonne solution parce que, et parce que ». Et la connaissance du besoin est justement une chose assez importante. Et là, visiblement, le cuisinier dont on vient de parler, eh bien, il ne sait pas que son geste, qui est fondé sur la culture, sur les habitudes, sur toute une famille de choses qui ne relèvent pas de l'énergie et du carbone, eh bien, ça a un impact fort sur le simple bilan d'exploitation de cette maison de retraite. Donc, si on est capable d'affûter la connaissance des besoins, on va être capable de conscientiser nos clients et les clients de nos clients, et eux-mêmes deviendront acteurs. Je pose la question quand même, est-ce que le client, comme on n'est pas toujours en face au client final, comme vous le disiez tout à l'heure, mais un donneur d'ordre, aura-t-il vraiment la réponse à toutes ces questions? Parce qu'on se rend compte en lisant cet ouvrage que le questionnement va, est-ce que vos machines de lavage de vaisselle vont être oui ou non alimentées en eau chaude sanitaire, ou juste en eau froide? Ça joue aussi là-dessus. Et donc, pourquoi c'est pas à nous de le dire? Comment ça? Je pense qu'on peut aller plus loin de la fonction un peu historique de l'ingénieur, et que cet ingénieur ultra spécialiste, vertical, pistolet laser, peut-être un peu je sais pas, horizontalisé, transversalisé, voilà, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Comprendre ce que c'est que les autres cultures de ce projet, parce que quand même on fait un bâtiment pour les gens qui sont dedans. Ah, ça c'est sûr. S'il n'y a pas de gens, il n'y a pas besoin de nous. Jean-Pascal. En tant que concepteur, on a quand même la possibilité aussi de dire, la lingerie, il faudra prévoir des machines à laver alimentées en eau chaude et le prévoir en conception comme ça. Vous êtes capable, mais est-ce que vous le faites? Oui, bien sûr. Vous poussez le conseil jusque-là. Quand on a affaire à des maîtres d'ouvrage qui sont ouverts à ce genre de discussion. Un point de vue sur ce premier diagramme sur les EHPAD, Jean-Pascal? Je souhaitais l'imager par un exemple très concret, un retour d'expérience qu'on a pu faire de deux maisons de retraite qu'on a pu construire chez Adré, deux maisons de retraite qui sont dans le même contexte, qui sont situées toutes les deux autour de Nice, l'une à Villefranche, l'autre à Cagnes-sur-Mer, à peu près la même capacité, 130 chambres. Grosse différence, une maison de retraite, celle de Villefranche, qui est une maison de retraite publique sans cuisine, alimentée en repas par une cuisine centrale communale. Maison de retraite de Cagnes-sur-Mer, qui est une maison de retraite privée, avec une vraie cuisine, un vrai chef. C'est un maître d'ouvrage qui met beaucoup d'attention sur la qualité de la restauration, avec un vrai chef. Donc des installations de production d'eau chaude qui n'avaient rien à voir. Dans les deux cas, on a pu faire des installations solaires. Dans un cas, on a 30 mètres carrés de capteurs solaires. Dans l'autre cas, on a 70 mètres carrés de capteurs solaires. Parfois, il y a le surdimensionnement, on l'a évoqué depuis le début de cette émission, Olivier Brogy. Parfois, il y a aussi des étonnements sur les sous-consommations grâce à toutes ces indications, tous ces relevés que vous avez pu traiter. C'est une anecdote aussi dans de maisons de retraite, où un gestionnaire de parc donc, a constaté, on a fait une instrumentation de la machine qui était en place là-bas, justement pour produire de l'eau chaude, mais ce n'était pas le sujet, et il s'est rendu compte en fait que son bâtiment consommait 4 fois moins que les autres. Or pourtant, il était censé fonctionner du même type exactement que ses confrères, mais le bâtiment consommait 4 fois moins. Qu'est-ce qu'il a fait quand on lui a donné ce chiffre-là? Il avait des données, lui, pour se comparer. Il a pris sa voiture, il a traversé la France d'est en ouest pour aller voir ce qui se passait là-bas. Et alors? Il a eu les réponses à ces questions? Non, pas à toutes ces questions. L'importance donc de la donnée et de l'illustration qui va suivre avec cette interview de Jean-Pierre Campenard que nous allons regarder, qui est de la région Occitanie. Donc nous allons un peu plus au sud et vous allez voir que lui est pour la donnée, mais pas pour toutes les données.
Le parc de la région Occitanie, c'est 224 lycées depuis la fusion des régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, secteur Est, secteur Ouest. La fusion des régions, ça a permis de créer un service énergie avec l'optique de rationaliser fortement les installations dans leur typologie, dans leur conception, sur tous les programmes, et éviter les installations complexes. Je dirais que le secteur Ouest est un peu plus mesuré par des GTC. Après, la mesure, il faut un gros travail avec les responsables des services techniques des lycées, parce qu'on a des fois pas besoin de GTC, et ils donnent les index, et puis on se dit, mais on a des ratios qui sont très bas par rapport au potentiel. Il ne faut pas tomber dans ce que j'appelle l'infobésité. Si vous avez du data partout, vous êtes submergé par ce data, et il vous fait perdre un peu le sens. Donc peu de mesures, mais très pertinentes. Il ne faut pas travailler à la décimale. Si vous êtes sur une recherche d'optimisation après décimale, vous perdez. Avec un parc de 3,8 millions de mètres carrés, il faut être très pragmatique. Rien que sur cette démarche-là, on trouve des écarts. Quand on fait des ratios sur l'eau consommée par élève, on a 229 000 lycéens, les écarts vont de 2 mètres cubes jusqu'à 20. Donc quand vous faites des ratios comme ça, vous vous posez la question. Le moteur, c'est la Légionelle. Depuis 2007, la région Occitanie, on fait des analyses. On est allé beaucoup plus loin que ce que demandait le législateur, puisque c'est arrivé le 1er février 2010 pour une application janvier 2012. Donc ça a été un indicateur d'eau stagnante et de non-utilisation en fait. Le constat, c'est que quand je fais rénover des installations, je fais découper les ballons. Et quand vous voyez ce qu'il y a dedans, vous vous dites ça a bien décanté. Et quand vous avez de la Légionelle, vous êtes interpellé. Ça veut dire que vous avez de l'eau stagnante, voilà, vous avez un gradient de température, vous avez un ballon qui est surdimensionné, vous avez une température de consigne à 60, vous retrouvez 38 en bas. À partir de là, on a osé. Il a fallu être dans l'audace. Mais à un moment donné, quand vous êtes maître d'œuvre et maître d'ouvrage, vous pouvez prendre des petits risques qui n'en sont pas. On ne meurt pas de bouquet d'eau, d'avoir un peu d'eau, on réagit, ça se règle en 3 jours. Vous voyez, en fait, on prédispose les installations pour qu'elles soient pas sous-dimensionnées, mais juste ce qu'il faut en investissement et qu'on les utilise à ce qui est prévu en laboratoire. C'est qu'il ne faut surtout pas prédisposer à être en eau chaude accumulée, mais en eau semi-instantanée par des ballons d'eau chaude gaz qui sont très réactifs. Et on a quand même de très beaux produits qui, 400 litres en 12 minutes, vous les réchauffez. Et on cherche vraiment la réactivité de production s'il y a une utilisation. On arrive à diviser par 10 globalement les capacités de production au niveau de les chaufferies, local ECS. Quand vous passez d'une production qui avait 7% de rendement à 106, c'est les gestionnaires qui vous disent « Waouh, l'argent qui passait dans les tuyaux, dans le gaz et tout ça, ils peuvent le mettre ailleurs, sur le pédagogique, qui est notre fonction primaire. » Je bataillerai à outrance pour toujours faire de la mesure, mais pas avec des systèmes compliqués parce que ça n'a pas de sens. Vous payez une sonde 32 € pour la placer avec un abonnement, mais 32 €, c'est vite rentabilisé, quoi. Et vous allez sur la plateforme d'accès à distance, vous avez déjà le data. Vous voyez, le point clé, c'est la mesure, mais la mesure simple. Maintenant, on irrigue un parc très vite. Vous mettez 10 sondes, vous mettez une sonde sur l'arrivée d'eau générale, une sonde sur l'entrée d'eau froide du ballon d'eau chaude. 10 sondes, vous faites un profilage très rapide et peu coûteux. Et là, vous êtes dans une pertinence économique et vous rendez service, quoi. Faire mieux à moindre coût. Et ça nous donne beaucoup d'informations aussi. Vous voyez, c'est valable pour l'eau chaude, mais c'est valable pour le CO2, c'est valable pour plein de choses. Ce data qui va être facile à orchestrer, où vous rentrez chez vous et vous avez déjà du data qui arrive sur votre ordi, c'est assez c'est chouette, quoi. L'émulation, elle est bien. Voilà, j'aimerais vous entendre. On va remercier la région Occitanie, Olivier Brogy, pour avoir ouvert ses portes. Oui, bien sûr. Merci à la région Occitanie. Merci à M. Campenard et sa collègue, Mme Eforsa, qui font un travail formidable pour la région. Et on voit bien, quand on regarde ça, une fois qu'on a de la donnée, lui, il a de la donnée, il va même au-delà de cet ouvrage. Il a la donnée, il la mesure. Et du coup, ça lui permet de discuter avec son bureau d'études, de prendre des risques, d'oser. C'est ce qu'il a dit dans son interview, quoi. Alors, j'aimerais vous entendre, justement, les deux représentants des bureaux d'études, Jean-Pascal Rocher et Bruno Georges, sur 2 sujets qui me semblent importants dans ce reportage. C'est évidemment la donnée, mais aussi les aspects liés à l'hygiène, évidemment, de la légionellose. D'abord, sur la donnée, il parle d'infobésité,
Monsieur Campenard. Je trouve ça très, très intéressant. Donc de la donnée, oui, mais pas trop. Alors quel est votre point de vue les uns et les autres avec ces outils à votre disposition? Moi, j'ai un point de vue qui est assez proche de celui de Jean-Pierre Campenard. Quand il parle de mesure, je le cite, il parle de le point clé, c'est la mesure. Je suis complètement d'accord avec lui. C'est important d'avoir de la mesure. On a eu tendance par le passé, c'est pour ça qu'il parle d'infobésité, on a eu tendance à faire des GTC très complètes dans les années 2000 avec des tas de compteurs, des tas de sondes de température, etc. Et avec un gros défaut, c'est qu'il n'y avait personne pour analyser tout ça. Donc cette donnée, elle existait, mais elle n'était pas analysée et on n'a pas pu l'utiliser à bon escient. Quand je dis on n'a pas pu, ça a été utilisé sur certaines installations, mais pas de manière très générale. Et notamment pour ce qui est des lycées, des collèges, des établissements scolaires, il n'y avait personne pour analyser ça. Bruno. Donc, aujourd'hui, on est sur des installations qui sont peut-être plus simples, mais qui sont beaucoup plus ciblées en termes de mesures et où on arrive à faire quelque chose de la donnée. Et c'est là où ça devient intéressant. Bruno Georges, sur la donnée. Je suis un petit peu en nuance. Je suis un petit peu en nuance parce que, bien sûr, il faut que ça soit simple. Sauf que, où est la simplicité ? À mon avis, c'est beaucoup plus une histoire de à quel endroit on met la simplicité. Est-ce que quand vous rentrez dans votre voiture, il y a une voie synthétique ou un indicateur qui vous dit quelle pression de fioul ou quel débit d'essence? Non. Alors que ce qu'il y a sous le capot d'une voiture d'aujourd'hui, c'est 2, 3, 4, 10 fois plus complexe que ce qu'il y avait sous le capot de ma 2 chevaux dans les années 75. Donc c'est beaucoup plus sophistiqué parce qu'il faut que ça pollue moins, etc., etc., etc. Donc, ce n'est pas moins simple. Par contre, mon usage à moi, il est resté très, très simple. Mon information est simple. Et le vrai sujet, à mon avis, c'est où on met la simplicité. On est en parfaite cohérence avec ce qui vient d'être dit dans cette vidéo. Je suis. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il me semble que c'est notre rôle de s'occuper de cette data. Et ce que vient de dire Jean-Pascal Roche, c'est qu'une GTC, avec tous ces capteurs, va cracher de la data, va faire des tableaux avec 8760 heures, donc 8760 lignes et tout. Si c'est à l'ingénieur de se débrouiller de ça, vraiment personne ne va le faire. Donc aujourd'hui, je pense que c'est notre rôle d'ingénierie, un peu affûté, un peu plus agile peut-être, un peu plus des années 20, 2020, de dire... J'ai eu peur. De dire... L'automatisation du traitement de la data doit être intégrée par l'ingénierie pour que derrière, dans des logiques effectivement plus simples, l'ingénierie fasse son boulot d'audit, de diagnostic, de conseil. Et je vais plus loin que ça. Aujourd'hui, CGTC devrait être capable de donner à Madame l'intendante du lycée dont on parlait 5 indicateurs par semaine, par exemple, en disant « tu es dans les clous ». Tu as 300 mètres cubes de consommation d'eau potable alors que d'habitude c'est 100, ça veut dire qu'il y a une fuite. Quelque chose se passe. L'analyse est faite. Jean-Pascal Roche. Oui, c'est un sujet sur lequel l'association ICO est pas mal en pointe. Dont vous êtes le président. Merci. Il y a pas mal de travaux et des vraies missions de maîtrise d'œuvre aujourd'hui qui existent sur du commissionnement, sur du suivi énergétique. Et ça va vraiment dans le sens de ce que dit Bruno Georges. Il y a une vraie valeur ajoutée à travailler sur ces retours d'expérience. Rapidement, avant de passer à d'autres secteurs qui sont étudiés dans cet ouvrage, notamment tout ce qui touche à l'hôtellerie et puis au gymnase et aux piscines, puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Un mot aussi sur ce que disait M. Campenard, donc je vous le disais, la donnée, mais surtout dans le but d'éviter tous les risques liés à la légionellose. On a bien compris que c'était son objectif numéro 1, Olivier, dans ce sujet, dans ce reportage. Son objectif à lui, c'était d'avoir des installations qui fonctionnent et qui soient, d'un point de vue sanitaire, sûres. Parce qu'effectivement, il y a eu un arrêté en 2010, parce que je crois qu'il parle de 2010 en fait. Il y a eu un arrêté, à partir du moment où il y a des douches, donc un internat notamment, eh bien, il y a un contrôle, il y a une analyse légionnelle une fois par an, et donc il y a tout un tas de mesures effectivement à mettre en œuvre pour limiter ce risque. Et derrière, ça influence les choix faits ou suggérés par les bureaux d'études? Complètement. Le risque sanitaire aujourd'hui sur des installations collectives d'eau chaude sanitaire, c'est une vraie contrainte à prendre en considération.
Et c'est une contrainte qui a une incidence sur les choix qu'on peut faire et qui a une incidence aussi sur les consommations. Aujourd'hui, il y a beaucoup de consommations qui sont induites par ces risques sanitaires. Je vous propose de continuer de feuilleter cet ouvrage pour passer donc à la rubrique hôtellerie avec une question que vous avez posée à la filière Olivier Brogier, donc pour le compte de Cegibat, qui est la suivante. Lorsque vous traitez le cas d'un hôtel, vous, 2 petits points, convertissez les chambres en logement pour revenir à la méthode du logement standard. Distinguer la localisation géographique. On a bien compris qu'on avait autour de la table un montagnard et quelqu'un plutôt du bord de mer, ou la typologie, donc plutôt business tourisme, ou alors vous intégrez le syndrome du quart de touristes étrangers et dimensionné en conséquence. Quelles sont les réponses, Olivier? Alors les réponses, elles vont s'afficher. Donc vous avez 28% qui ne se posent pas trop de questions, qui convertissent ça, reviennent à la méthode du logement standard. 57% qui font le distinguo dont parlait Bruno tout à l'heure, mer, montagne, etc., business, tourisme, et 15% qui intègrent ce qu'on appelle le syndrome du quart de tourisme étranger. C'est-à-dire le syndrome, c'est quelqu'un, 50 personnes arrivent en même temps, ils ont tous la bonne idée de prendre une douche. C'est ça, les gens descendent du bus et paf, ils ont 10 minutes et ils vont se doucher. Et si en plus c'est des Japonais, ils remplissent tous leur baignoire et ils laissent couler pendant qu'ils font le bain. Voilà. Donc c'est-à-dire quelque chose, ça peut paraître anecdotique, ça peut paraître, voire cristallisant, des cultures. Mais non, mais c'est la réalité. Et là, on a une simultanéité de 1, avec le puisage le plus important, celui pour remplir la baignoire. Donc si on n'a pas intégré ça, eh bien... Il risque d'avoir des réclamations à la réception. Ah non, ce n'est pas un risque, c'est une certitude. C'est une certitude. Et après, dans le graphique que vous voyez aussi là apparaître l'évolution en fait de la consommation et surtout en fonction du nombre d'étoiles, par exemple, de l'établissement. Et vous voyez aussi, quand on regarde les lignes verticalement, l'amplitude que ça peut prendre, même sur un même hôtel. Constat, Marie-Joseph Lagoguet, sur cette typologie, donc les hôtels. Oui, tout à fait. Alors dans le graphe, ce qu'on voit, c'est 90 hôtels. Ça va la plupart, c'est des hôtels 3 étoiles et 4 étoiles. Et ce qui est représenté, en fait, c'est les besoins moyens mensuels par nuitée de chacun de ces hôtels. Une barre correspond à un hôtel. Donc il y a effectivement un effet de gamme, parce que je me rappelle de certains bureaux d'études autrefois avec qui j'avais échangé qui doutaient en fait qu'il y ait vraiment une différence entre un hôtel 5 étoiles et puis un hôtel 2 ou 3 étoiles. Il y a l'augmentation avec le nombre d'étoiles, mais il faut creuser aussi ce qu'il y a derrière. Voilà. Oui, il faut creuser le matériel installé, la robinetterie, la taille des baignoires, etc. Effectivement, c'est ce que je voulais dire en fait, c'est pourquoi, c'est une des questions d'ailleurs qu'on répond dans le guide, pourquoi effectivement on va consommer plus, notamment par exemple dans les hôtels 5 étoiles, et c'est des équipements sanitaires qui vont être plus consommateurs, par exemple parler des tailles des baignoires là, qui peuvent aller jusqu'à 300 litres, ou 400 litres. Quand on a mis 100 litres, on a à peine les pieds dans l'eau, donc voilà, on va être même incité à mettre les 300 litres. Des équipements de balnéo, plusieurs restaurants, des restaurants plus gastronomiques, des restaurants haut de gamme, donc qui vont consommer beaucoup, des salles de sport, une petite lingerie, le nombre d'employés aussi qui est plus important, donc tout ça qui fait que on a des équipements qui vont être plus consommateurs et on rajoute et à ça aussi plus ou moins j'ai payé cher pour avoir cette nuit-là, donc j'y vais quoi. Puis après, l'effet de catégorie, c'est aussi entre les hôtels 3 étoiles ou 4 étoiles, ou même au sein des groupes des hôtels 3 étoiles, il y a un point aussi qui impacte, que Jean-Pascal avait évoqué aussi déjà précédemment, c'est la proportion entre baignoire et douche qui va impacter au niveau des consommations. Après, la clientèle, on en a parlé tout à l'heure, clientèle japonaise, américaine, qui est effectivement connue pour des pratiques d'hygiène différentes. Non, enfin différentes, c'est culturel. Voilà. Oui, mais il y a des cultures inacceptables aujourd'hui. C'est un vrai sujet. Quand je parlais de conscientiser les clients et les clients de nos clients, il faut peut-être se demander, c'est pas rabat-joie, c'est bien de consommer, mais il y a un moment, qu'est-ce qu'on veut laisser à nos enfants comme planète? Et ce que je rajouterais, c'est que ce qu'on voit au niveau des hôtels, pour compléter, là on parle des Japonais, mais pour revenir de manière auprès de tout le monde, c'est que ce qu'on constate, c'est que globalement, en fait, les consommations en hôtel sont plus importantes qu'en habitat. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même comportement quand on va à l'hôtel, parce qu'il y a l'idée de loisirs, voilà, on a payé sa chambre, puis surtout si on est en hôtel haut de gamme, on va en profiter, et des loisirs, et on consomme vraiment beaucoup plus dans les hôtels. Alors il n'y a pas beaucoup d'hôtels 5 étoiles, mais en moyenne, ça va jusqu'à 5 fois plus que la moyenne des besoins moyens en habitat. Donc voilà.
Et donc c'est quand même assez important l'écart. Bon, pour un hôtel 4 étoiles, c'est plus, ou 3 étoiles, c'est 2 fois plus. Mais voilà, c'est un comportement. On a un comportement, dès qu'on franchit la porte de l'hôtel, voilà, parce que en fait, notre comportement, il n'est pas seulement lié effectivement, on est tous sensibles, enfin beaucoup d'entre nous sommes sensibles aux économies, mais il y a d'autres facteurs qui jouent, parce qu'on nous pousse aussi au niveau de la société à consommer plus. On avait mené précédemment une étude au niveau sociologique et on voit que le fait que tous les facteurs n'aillent pas dans le même sens, eh bien, on est tiraillé quand on prend notre douche. Effectivement, on est sensible au fait qu'il faut économiser, mais il y a aussi l'aspect bien-être et autres qui impactent. Il faut que, voilà, on ne va pas forcément toujours consommer moins. Il y a le comportement, il y a la notion d'appareillage aussi, de matériel. Aussi, sur une même douche, on peut avoir un débit de 5-6 litres minutes jusqu'à un débit de 30 litres minutes. Je vous propose de poursuivre. Vous parlez de bien-être. Eh bien, le bien-être, ça se passe parfois au gymnase ou à la piscine. C'est la suite de cet ouvrage avec une question que vous avez posée, Olivier, donc dans le cadre de l'émission CJBAT. Selon vous, dans quel type de bâtiment tertiaire le besoin d'ECS est-il le plus variable d'un site à l'autre? Il y avait gymnase, hôpitaux, résidences universitaires, établissements hôteliers ou EHPAD comme proposition et... Eh bien, vous voyez les résultats qui s'affichent. Alors à la fois, on va dire la filière, elle a raison et tort. Effectivement, là où il y a la plus grande variabilité d'un site à l'autre, c'est sur les gymnases. Mais comme on vient de le voir avant avec le graphe des hôtels, les hôtels sont importants aussi, pourtant seulement. La réponse, c'est juste 2% qu'ils ont mis. Et puis dans les EHPAD, entre celles qui ont les machines à laver la vaisselle, alimentées ou pas en ECS, comme on a vu tout à l'heure aussi, c'est beaucoup plus variable d'un site à l'autre que le petit 1% qui est là, quoi. À ce sujet, Bruno Georges, sur un gymnase à rénover, par exemple, ne pas refaire ce qui a été fait, ça peut être aussi une bonne idée. Ce n'est pas parce qu'on a l'expérience du fonctionnement de ce bâtiment sur les 20-30 dernières années qu'il faut, pardonnez-moi, monsieur l'ingénieur, bêtement reproduire. Ah, mais la bêtise, c'est quelque chose qui doit s'assumer par moment. En tout cas, on est bien clair qu'il y a une évolution des usages. Et donc, quand on fait du neuf, c'est quelque chose dont on a une perception plus fugace, puisqu'on est dans l'instantané. Quand on s'inscrit dans l'histoire, qu'on fait de la rénovation, et il faut faire de la rénovation, et on va de plus en plus faire de la rénovation parce qu'on n'aura pas assez soit d'argent, soit enfin on va prendre une petite conscience carbone et énergie grise, et donc on va comprendre que la rénovation est quelque chose d'absolument nécessaire et très vertueux. Eh bien, on se raccroche à l'histoire. Et souvent, l'histoire change. Quand on prend un gymnase, je commençais à l'évoquer tout à l'heure, dans lequel il y a un bloc sanitaire qui est moche, qui est pas accueillant, qui n'est pas agréable, avec un service eau chaude qui est un peu foireux, avec un risque de légionnelle que tout le monde commence un peu à percevoir, eh bien, il y a une consommation effective, mesurée, qui est très faible. Et si on fait « Ah ben, je vais être très sérieux comme ingénieur, je vais faire de la mesure », et puis qu'on ne se projette pas vers un changement d'usage, vers une modification des usages, eh bien on fait une erreur. Il y a un vrai risque d'erreur d'évaluation des besoins. Donc bien comprendre la notion, je le répète un peu comme un marronnier, l'évaluation des usages, l'évolution des usages est très importante. Et en scolaire, par exemple, les gymnases n'ont pas la même utilisation que pour des clubs de sport avec des licenciés. Tout à fait. Ouais. On se rend compte que l'utilisation des douches en scolaire est proche de zéro. Alors que tout parent que nous sommes, nous le constatons. La difficulté, Bruno parlait d'évolution des usages ou des usagers. On peut avoir aussi des gymnases qui sont faits, qui sont au sein d'un établissement scolaire, qui servent pour du scolaire, mais qui servent le soir ou les week-ends pour d'autres usages, pour des clubs par exemple. Et auquel cas, il faut quand même pouvoir répondre aussi à ce besoin-là. À tel point qu'on vous a demandé, c'est pas trahir un secret, de prévoir un gymnase scolaire sans douche. Exactement. Le dernier collège sur lequel on a travaillé, c'était pas un gymnase, c'est un plateau sportif, mais avec des vestiaires. Et les vestiaires, la maîtrise d'ouvrage nous a demandé de ne pas prévoir les douches, de prévoir uniquement des attentes pour le cas où il faille rajouter des douches. Vous n'avez pas vu la tête de votre voisin interloqué. Oui. Interloqué. En plus de ça, on est en parfaite cohérence là-dessus, sur l'histoire de ces usages sont souvent guidés par les pratiques. Vous prenez par exemple un centre nautique, une piscine, eh bien vous allez, on vient d'en livrer un, et on voit en termes d'encadrement, 100% des gamins qui rentrent dans le hall bassin sont passés sous la douche, imposés par l'accompagnement. On sort un peu des cavernes quand même petit à petit. Et moi, je suis un peu perturbé quand même quand un maître d'ouvrage dit pas de douche, quoi.
Sur les piscines, Olivier. C'est un peu ce qu'on vient de se dire. On construit donc pour 30 ans, quoi. Donc après, l'activité peut varier, les portes peuvent s'ouvrir. C'est à peu près la même chose que le gymnase scolaire qui le soir s'ouvre à des clubs sportifs. La piscine, elle peut très bien n'accueillir pourquoi pas que des scolaires au début, et puis après ouvrir à d'autres activités, aquagym, aquabike, etc. Ou, tout bêtement, comme vient de le dire Bruno, une discipline qui est faite, où tous les enfants passent à la douche avant d'aller dans la piscine. Et c'est ça un peu la dimension transversale que j'évoquais tout à l'heure, la notion d'ouvrir et d'arrêter de sortir un peu de ces choses complètement verticales. Quand un organisme, là c'est une Comcom qui gère la globalité et qui a déjà prévu des usages, on a un nombre d'heures d'ouverture qui est incroyable, c'est 8h30, 23h, puisqu'on met le scolaire, les clubs, les sportifs et les usages plus ludiques. Eh bien, les gens, par la mesure, seulement par la mesure, se sont rendus compte que s'ils avaient cette approche hygiénique, entre guillemets, de bonne aloi, ça leur coûtait moins cher en traitement d'eau. Donc c'est ça la vision globale. On arrête d'avoir des choses sectorisées. On est quand même un peu dans une tendance aujourd'hui, et c'est très bien sur la logique de vision globale, mais on est quand même un peu trop dans une vision comptable qui met les différents usages, les différents éléments en silo et mesure mal l'impact de l'un sur l'autre. Ayons des visions plus globales, plus transversales et projetées dans le temps. Marie-Joseph Lagoguet, puisque nous sommes quasiment arrivés à la fin de cette émission CJBAT, je vous propose que on se demande un peu face à toutes ces disparités. J'ai bien compris qu'il y avait des usages et donc des besoins très différents. Face à cette disparité, la question qu'on pourrait se poser, c'est mais comment je fais pour dimensionner alors que ça n'est pas un guide de dimensionnement. Donc voilà, qu'est-ce que je peux utiliser à travers cet ouvrage? Alors en fait, tout à fait, hein, c'est pas effectivement un guide de dimensionnement. Hein, ça va vers une amélioration et fait des connaissances. Hein. Effectivement, on a mis un petit encart au début du guide pour attirer l'attention là-dessus, hein, sur l'usage des données qui sont dans ce guide pour le dimensionnement. Parce que notamment au niveau des besoins de pointe, c'est des besoins de pointe qui sont beaucoup plus faibles que les valeurs, souvent beaucoup plus faibles que les valeurs qu'on utilisait habituellement. Et sachant que les méthodes existantes en fait, de dimensionnement, c'est un tout. Il y a les valeurs de besoin et donc les formules de calcul qui sont attenantes. Et dans les formules de calcul qui s'étaient utilisées jusqu'à présent, le comportement des équipements était pas bien pris en compte. Donc voilà, il faut avoir un usage éclairé entre guillemets de ces données. C'est pour, comme a dit très souvent Bruno, hein, c'est pour donner un éclairage au niveau des choix. Hein, au niveau de ce qui va être fait au niveau du dimensionnement. Vous dites aussi que ça n'est pas un ouvrage comme un guide de recettes de cuisine et que ça fait monter en compétences pour être plus fin dans ses préconisations. Ah oui, c'est surtout pas un ouvrage de recettes de cuisine où, et j'adore faire la cuisine, donc par moment, je suis scrupuleusement la recette d'un grand chef parce que je n'ai pas cette compétence-là, mais là, on est dans une notion de s'adresser à des gens, entre guillemets, compétents et responsables pour faire monter leurs connaissances. La logique, c'est surtout pas de se rabattre vers une recette, mais c'est faire monter le niveau de connaissance de manière à ce que les gens, les professionnels, les experts deviennent encore un petit peu plus experts grâce à de l'expertise et de l'expérience externe à leur propre pratique. Jean-Pascal Roche, un mot sur cet ouvrage. Donc, qui est un ouvrage pour vous aider à dire le dimensionnement, ça va être ça, même si on a depuis le début dit, voilà, ça n'est pas un guide sur le dimensionnement, mais fort de mon expérience, fort de mes connaissances, fort de toutes les questions que je vous ai posées sur l'utilisation que vous allez en avoir aujourd'hui et sur les 30 prochaines années, je peux vous dire que vos besoins, eh bien, c'est plutôt ça. Tout à fait. Moi, je trouve que la principale qualité de cet ouvrage, ça va nous amener à nous poser les bonnes questions. Et si on se pose les bonnes questions et qu'on apporte les bonnes réponses, on sera pertinent sur le choix et sur le dimensionnement. Donc, je rappelle que vous pouvez le télécharger gratuitement, hein, Olivier. Oui, c'est vrai, on ne l'avait pas dit ça, mais téléchargeable gratuitement sur le site de CJBAT, bien sûr, sur le site du Caustic et sur le site de l'ADEME. Et c'est exactement ce qu'on vient de dire. Ce guide, il n'est pas du tout là pour dimensionner. Il permet, on va dire, si vous me permettez, messieurs les bureaux d'études, aux bureaux d'études d'être plus experts. On lui apporte de la connaissance supplémentaire. On a réussi à l'amalgamer au sein de ce guide de 150 pages. Voilà, c'est une pierre à l'édifice. On sait que
Le chemin est encore long et on n'a pas tout défini encore, bien sûr, sur le besoin ECS en tertiaire, mais c'est un premier pas important pour une meilleure connaissance et une meilleure expertise de la filière. Peut-être un petit sujet qu'on n'a pas évoqué, pour faire très rapide, sur tout ce qui est audit et diagnostic énergétique, où on doit comprendre comment fonctionne un site et derrière proposer des améliorations. Et parfois, on a un site un peu atypique. Et je pense que cet ouvrage peut aussi aider à voir si dans la perception que j'ai de mon projet à travers ce diagnostic, est-ce que je suis dans les clous, est-ce que je suis dans des ratios standards, est-ce que je suis hors standard et peut-être me faire poser des questions que je ne me serais peut-être pas posées. Se comparer, c'était un des objectifs aussi. Se comparer par rapport aux autres. Oui, comparer, Joseph effectivement. Lagoguet, vous avez un bel ambassadeur. Oui, tout à fait. Savoir là où les postes clés, en fait, quel poste il faut être vigilant au niveau des usages pour mieux les comprendre. C'est un des objectifs. Le mot de la fin, c'est que ce guide va permettre d'apporter encore plus d'informations. Pour conclure, en fait, moi, ce que je voulais dire, en fait, que, comme l'a dit tout à l'heure, Olivier, c'est que c'est une première pierre effectivement à l'édifice et qui nous tient vraiment à cœur, vraiment, de poursuivre ces travaux pour continuer à œuvrer à améliorer la connaissance de tous, qui est une des missions premières en fait du caustique. Merci Marie-Joseph Lagoguet du caustique. Face à vous, il y avait Jean-Pascal Roche, dirigeant du bureau d'études ADRET et président d'ICEO, quand même. À vos côtés, Bruno Georges du bureau d'études OTIS et évidemment l'expert CEGIBAT Olivier Brogy. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. À bientôt. À bientôt.